Fidèles téléspectateurs d'AgriTV, bienvenue à cette nouvelle édition d'entretien. Invité à l'entretien, cette édition, un personnage bien connu de la société civile et désormais du paysage politique camerounais. Il est ingénieur agronome formé à la faculté d'agronomie de l'université de Tchang, ancien fonctionnaire, assistant de recherche à l'Institut de recherche agronomique et de développement, d'où il démissionne en 1987. Il est le fondateur de l'ONG Service d'appui aux initiatives locales de développement Saïd, qui publie le journal La Voix du Paysan. C'est un homme connu pour ses positions en faveur des populations expropriées par les exploitations agricoles multinationales, ardent défenseur ou dénonciateur de l'importation massive des poulets congelés, des détournements de fonds dans la filière maïs ou l'introduction des OGM. En tant que président de l'association pour la défense des intérêts collectifs. Vous l'aurez compris, Bernard Djongan est notre invité. Bonjour Bernard Djongan. Bonjour. Alors, vous êtes désormais un homme politique. À 5 mois de l'échéance de la présidentielle, j'ai envie de vous demander comment se porte le CRAC et son candidat, son président. Peut-être ça va vous étonner. Le CRAC se porte très bien et le candidat qui est devant vous, il se porte aussi très très bien. J'accepte le candidat, oui, mais c'est une équipe qui porte le CRAC. Et pour d'aucuns, je profite de l'occasion pour le rappeler ici, pour d'aucuns, le CRAC c'est un parti jeune. C'est vrai, puisque le CRAC a été créé en 2014, mais c'était un très très vieux parti, puisque le CRAC en réalité porte une vision du développement de notre pays que nous avons initiée depuis les années 80, plus particulièrement au moment où on crée le Saïd et puis on crée le journal La Voix du Paysan. Donc c'est une suite logique. Donc vous avez affaire aujourd'hui à un parti qui est jeune par rapport à la légalisation, mais un très vieux parti par rapport à l'expérience pour tout ce qui touche à l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens. Alors j'ai envie de vous demander, on voit les autres partis politiques organiser des congrès. Qu'en est-il du vôtre? C'est une candidature auto-proclamée? Non, mais écoutez, à chaque parti politique, sa spécificité. Bon, et je veux même vous le dire, ça va vous étonner. Au départ, nous n'avons jamais voulu créer un parti politique. Au départ, il était question pour nous de faire un cran au-dessus de ce qui est acte de la société civile, de créer un vaste mouvement politique qui devrait porter un projet de société. Donc, à notre tête, on ne met pas en place un parti politique, mais on met en place un mouvement politique. Je pense que j'aurai l'occasion d'y revenir. Alors, quand on parle donc de mouvement politique, c'est le fonctionnement qui est notre mouvement politique. Nous avons tous les organes de fonctionnement d'un mouvement et d'un parti politique aussi, puisque pour se faire reconnaître, il fallait qu'on accepte cette appellation de parti politique. On tient nos assemblées générales, le bureau exécutif se réunit régulièrement, on discute de plusieurs sujets. Tenez, le projet que nous présentons aujourd'hui au Camerounais, mais ça a été le fruit d'âpres discussions. Parce qu'en fait de projet, il ne s'agit pas d'une compilation de promesses. Non, absolument pas. Ou d'idées vagues. Ou d'idées vagues, mais absolument pas. Il s'agit d'un diagnostic que nous avons fait de notre société sociale, politique, économique et même de l'environnement international sur 30 ans. Donc ce projet que nous proposons au Camerounais, c'est quelque chose qui a été construit sur la durée. Alors, pour l'homme politique que vous êtes, quel regard vous portez sur l'état des lieux du Cameroun aujourd'hui? La situation socio-politique du Cameroun, on a la crise anglophone qui sévit durablement dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. On voit une sorte de montée du tribalisme entre les partis politiques, entre certaines communautés au Cameroun. Le cas le plus récent étant celui entre les chefs du canton Bel et la stèle qui devait être érigée en faveur de Oumnorbel. Quel regard vous portez sur ces réalités qu'on vit actuellement au Cameroun? Bon, je vous avoue un regard d'inquiétude. Vraiment, nous sommes inquiets, nous, au sein du CRAC, et nous ne cessons de réfléchir sur le contexte actuel au Cameroun, parce que vous ne les avez pas tout énumérés. Il y a cinq gros problèmes qui menacent notre société. Vous avez oublié plein d'autres problèmes. Il y a 5 gros problèmes qui, à nos yeux, à notre analyse au sein du CRAC, menacent notre société. Avec votre permission, je peux bien les énumérer. Alors, commençons par la paupérisation de nos populations. Nos populations sont pauvres. Le taux de pauvreté chez nous est exagéré. Il faut le reconnaître, surtout par rapport à la richesse naturelle dont notre pays est nanti. C'est exagéré. Donc vous avez une bonne partie des Camerounais, dans les grandes villes, Yaoundé et Douala,
qui à longueur de journée courent après le pain quotidien. Alors vous comprenez qu'avec et qui plus est, et chose plus dangereuse, ce sont des jeunes. Vous comprenez qu'il est extrêmement difficile de pouvoir construire un projet de société, de pouvoir penser un projet de société avec des personnes qui sont affamées, avec des personnes qui courent au quotidien. Un paradoxe par rapport à ce qu'on parlait de Yaoundé Douala, on voit les immeubles pousser, la voiture de parking automobile urbain mais là, vous touchez un autre problème, un autre mal que je devais évoquer. Le degré de corruption, le degré de dilapidation, de détournement des fonds publics. C'est légendaire au Cameroun, vous voyez. Et puis, ce qui est extrêmement, moi je dirais, inquiétant dans ce contexte-là, c'est qu'à la fois, on a des populations extrêmement pauvres, avec une extrême minorité extrêmement riche. Je ne sais pas si vous réalisez. Et si cette minorité extrêmement riche, la richesse était le fruit de son travail, on pouvait dire oui. Malheureusement, c'est le fruit de détournement. Ça, c'est un autre mal de notre société. Autrement dit, le fossé social est énorme. Ah oui, il est profond, le fossé social, il est profond. Et c'est même de ça ça exacerbe l'autre élément que vous avez évoqué, le communautarisme et le tribalisme qui est en train de refaire dans notre société aujourd'hui. Ça exacerbe cela. Donc ça, c'est le troisième élément d'inquiétude. Bon, évidemment, on ne peut pas exclure le contexte, je dirais le contexte d'insécurité ou de trouble ou bien de guerre ou bien de sécession, appelez ça comme vous voulez, qu'on a à la fois en zone anglophone et aussi en zone de l'extrême nord avec Boko Haram. C'est des choses qui sont nouvelles. Et quand vous ajoutez à ça un contexte électoral, on est en période électorale. Vous imaginez, la période électorale, ce n'est pas une période où on peut aborder les problèmes de société avec sérénité. Malheureusement pas. Alors, le malheur dans notre société aujourd'hui, c'est que, et ce qui nous inquiète au CRA, c'est que ces problèmes-là surgissent dans un contexte où on va aller aux élections présidentielles. Aux élections de manière globale, comme vous le savez. Et ça, c'est extrêmement inquiétant. Alors, face au repli identitaire et communautariste qu'on observe aujourd'hui, vous proposez, on vous a suivi lors de vos dernières sorties médiatiques, vous proposez la reconfiguration du Cameroun en 5 grandes régions. Vous avez l'impression que ce projet-là peut porter aujourd'hui, lorsque certains excellent dans ce repli identitaire, il ne vous a pas échappé que, par exemple, nos frères du département du Noun revendiquent leur région à nouveau. Est-ce que vous avez l'impression que reconfigurer le Cameroun en 5 régions, ça va passer? Ah oui, mais tout à fait, tout à fait. C'est une solution. Et une très très bonne solution. Sur le plan économique. Je vous donne l'exemple. Non, mais comment vous pouvez dire sur le plan économique? Mais parce que sur le plan social, beaucoup revendiquent. Mais non, vous vous trompez. Quand nous proposons, par exemple, la région de l'Ouest et la région du Nord-Ouest, qui fusionnent pour donner une seule région, qu'on pourrait appeler la région des hautes altitudes, ou bien les grandes villes. Mais on a affaire à deux populations qui ont des similitudes énormes en termes culturels et en termes de coutumes, vous le savez. Anthropologique, mais tout à fait, mais vous le savez. Je sais pas si vous réalisez. Je vais plus loin en restant dans cet exemple. Imaginez qu'aujourd'hui dans la zone anglophone, particulièrement dans le nord-ouest, déjà il y a des sécessionnistes qui revendiquent une certaine autonomie forte. Mais imaginez donc que dans le cas où on fusionnait ces deux régions, nos concitoyens d'obédience anglophone, ils deviennent majoritaires dans cette nouvelle région de haute altitude qui devrait, dans notre position, être un État, parce que vous n'êtes pas allé trop loin. Parce que non seulement nous proposons la division de notre pays en 5, mais nous proposons qu'on pousse la décentralisation jusqu'au fédéralisme. Alors imaginez donc un État fédéral qui sera appelé les Grasfields ou bien les hauts plateaux de l'Ouest. Dans cet État des Grasfields, vous allez remarquer que la population anglophone sera majoritaire. Ça fait 52% dans cette population-là. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire qu'on mettra en commun ce qu'est la population de l'Ouest aujourd'hui et ce qu'est la population du Nord-Ouest aujourd'hui. Elle est majoritaire. Et elle revendique cela. Plus d'autonomisation. Et elle est un peu plus forte à l'intérieur du fédéralisme. Je ne sais pas si vous comprenez. Alors c'est pour vous dire qu'en réalité, l'aspect économique que vous évoquez est secondaire. Et nous allons jusqu'à dire que si on avait cette approche depuis, vous allez voir que les problèmes anglophones que nous gérons aujourd'hui, on ne l'aurait pas vécu de la même manière. Puisque en réalité, on pouvait aller rechercher les solutions dans les coutumes, dans la culture, qui est commune entre les deux, entre la communauté francophone et la communauté anglophone. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Quand vous rapprochez le sud-ouest du littoral, ça, les les Sawa et les Bagueli, vous constatez que là aussi, ce n'est pas un problème économique, c'est un problème de deux peuples qui ont des cultures, qui ont des similitudes dans leur culture, dans leur manière d'être et de vivre. Mais toute chose, pas des frontières. Mais tout à fait, c'est toute chose. Alors que le sud-ouest, en termes anglophones aujourd'hui,
est séparé par le nord-ouest, par une région qui est l'ouest. Je ne sais pas si vous imaginez. À la limite, ce serait inimaginable qu'il y ait un État entre deux parties de terre qui sont séparées par une autre partie. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, nous pensons encore aujourd'hui de manière forte que diviser le Cameroun en 5 grandes régions qui correspondent à la division naturelle de notre pays, naturelle, agroécologique, c'est-à-dire des potentialités de développement, et c'est quelque chose de vachement intéressant. Et c'est même une solution à la crise actuelle. Je dis bien, et c'est même une solution à la crise actuelle, et c'est une double solution au problème de paupérisation de nos populations, et c'est une double solution au problème économique qu'il faudrait que notre pays puisse quand même décoller pour être à même de pouvoir nourrir ses populations. Vous voyez. Alors, parlant de décollage du Cameroun, vous avez un projet politique exclusivement centré sur l'agriculture, les 40 mesures pour faire décoller le Cameroun. Alors, expliquez-moi, comment l'homme politique que vous êtes a fait le choix de se concentrer uniquement sur l'agriculture? Mais vous faites de la caricature. Ne tombez pas dans ce piège. C'est un mauvais piège. Vous voyez. Nous disons ceci, l'agriculture, c'est le premier levier. Est-ce que vous comprenez? L'agriculture est le premier levier. Il y a plusieurs autres leviers. Il faut bien commencer quelque part. Ce que les économistes appellent le secteur. Non, mais attendez. On a un avantage comparatif. Je veux dire, la population camerounaise. 40% pauvres. Il faut qu'on se comprenne très bien. Le taux de chômage chez nous est exagéré. Il faut qu'on se comprenne très bien. Alors, dites-moi pourquoi vous ne voudrez pas qu'on utilise ce potentiel agricole qu'on a aujourd'hui comme étant le ferment pour résoudre à la fois le problème de vie chère, de la pauvreté des populations et résoudre aussi le problème de chômage. Mais dites-moi pourquoi. Nous avons un avantage naturel que nous voulons abandonner et nous souffrons et nous préparons la souffrance aux générations futures. Il faudrait que vous intégrez cela. Parce que dans le projet du CRA, il est question de faire de l'agriculture le premier levier. Et ce faisant, l'agriculture devient le prisme à travers lequel on voit tous les autres secteurs de notre développement socio-économique. Qu'on s'entende très bien. Si j'avais le temps, on pouvait prendre un exemple, on s'amuse avec un exemple, on va d'un bout à l'autre. Vous allez remarquer qu'en réalité, à travers le levier agricole, on touche tous les autres secteurs et la meilleure, on améliore la qualité de vie et les conditions de vie de nos concitoyens. Alors, on sort d'être ridicule, c'est-à-dire, on est un peuple qui est assis sur un sac de riz et qui meurt de faim. Et je vous vois imaginer comment les gens de l'Afrique de l'Ouest, qui sont dans des conditions naturelles difficiles, nous envient par rapport à notre nature. Mais après, ils ont pitié de nous parce que nous sommes incapables de bénéficier de ce que la nature nous a offert pour pouvoir améliorer les conditions de vie de nos concitoyens. Il faudrait qu'on accepte ça. Je n'ai pas fini. Il faudrait que j'insiste sur ce mot. Ce que nous proposons, ça demande un courage. Et le premier courage, c'est de convaincre des Camerounais qui pensent et qui ne veulent pas comprendre ce projet. Ceux qui font de la caricature, ceux qui font les choses de manière simpliste, et si vous me permettez le terme, ne proposent rien. Je vous ai posé une question simple. 70% de population pauvre. Un taux de chômage extrêmement élevé. Mais dites-moi comment on fait. Et, avec votre permission, les 3 régions les plus pauvres du Cameroun, vous avez l'extrême nord, le nord et le nord-ouest, d'après ECAM. Le taux de pauvreté est passé dans l'extrême nord de 55% à 73% sur 10 ans. Les 3 régions que je vous ai données sont comme par hasard les régions où il y a l'insécurité aujourd'hui. Mais regardons devant nous les régions où il y a l'insécurité, parce que ces régions sont pauvres. Est-ce que vous savez que l'extrême nord Cameroun, la population de l'extrême nord Cameroun, à la date d'aujourd'hui, caracole autour de 4 200 000 habitants. Et des 4 200 000 habitants, vous avez 85% de ces habitants qui sont en milieu rural. Donc, qui vivent de l'agriculture. Mais vous faites comment? C'est là où, en réalité, je suis embêté de dire la chose de cette manière, où un homme politique, ou un parti politique devrait être interpellé. Proposez-nous qu'est-ce que vous proposez par rapport à un pays comme le nôtre, qui présente tant de caractéristiques. 70% des gens qui vivent de l'agriculture, 40% pauvres, des 40% qui sont pauvres, vous avez 60% qui sont en milieu rural. Prenons le cas de l'éducation. Au Cameroun, aujourd'hui, 40% des maîtres d'école en milieu rural sont des maîtres des parents d'élèves. Dites-moi comment vous pouvez améliorer l'éducation en milieu rural si vous n'augmentez pas le pouvoir d'achat de nos parents qui sont en milieu rural. Ndjonga, qui est devant vous aujourd'hui?
Je suis fils de pasteur. Ma mère était ménagère. J'ai été élevé avec l'argent du champ. Avec l'argent des arachis que ma maman faisait. C'est pas avec ce qu'on donnait, avec ce qu'on donnait à mon père. Il n'avait pas de salaire. C'est que vous puissiez comprendre. Donc, aujourd'hui, avec le crack, nous croyons Dieu comme faire que nous devons inventer notre développement, choisir notre voie, en ayant le courage de partir sur notre réalité d'aujourd'hui. Et c'est là l'enjeu. Et c'est là où, à mon sens, on attend un homme politique, c'est-à-dire proposer des solutions. Alors, parlons de solutions, oui. Puisque nous sommes en plein dans votre projet politique, les 40 mesures, nous allons peut-être pas de manière exhaustive, mais nous allons prendre les mesures. La première, déjà, vous évoquez mettre l'État et l'administration au service du projet des citoyens. L'une des solutions, réorganiser, comme on l'a dit tout à l'heure, le pays en 5 régions. Mais vous évoquez également la décentralisation qui doit devenir effective. Le chef de l'État a créé un ministère pour la décentralisation. Est-ce que ce n'est pas déjà une solution pour vous? Qu'est-ce que les communes peuvent apporter, par exemple, dans ce projet pour le développement de l'agriculture? Quel peut être le rôle des communes dans le développement de l'agriculture et du potentiel économique du Cameroun? Mais dans le projet du crack, bon, déjà, dans notre constitution, la décentralisation est inscrite. Et le chef d'État a mis l'accent. Ce que nous proposons, c'est de pousser la décentralisation jusqu'au bout. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous donnez, si vous laissez aux communes certaines prérogatives par rapport au fonctionnement des communes, par rapport à la qualité de vie des populations qui sont à l'intérieur de la commune, il faut accompagner ces prérogatives des moyens. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc on envoie quelques prérogatives et on n'envoie pas de moyens. Donc vous avez des communes qui ont dans le papier des rôles à jouer, des responsabilités à pouvoir assumer. Prérogatives, mais, déjà pratiquement. Tout à fait, mais ils n'ont pas les moyens pour pouvoir le faire. Les moyens sont encore détenus au niveau de la centrale. Mais disons, il faut aller plus loin. Or, de manière naturelle, si vous poussez plus loin la décentralisation, mais c'est le fédéralisme. Parce que vous donnez la possibilité aux communautés de pouvoir prendre en main le développement de leur communauté. Quelque chose de vachement intéressant. Je ne sais pas si vous comprenez. Or, aujourd'hui, dans la date d'aujourd'hui, c'est un processus qui non seulement est inachevé, qui non seulement est imparfait, mais qui est encore inachevé. Parce que les collectivités régionales ne sont pas encore, on ne les a pas encore créées. Ils ne sont pas encore mis en place. Ils ne sont pas encore mis en place. Pour vous dire, donc c'est encore un processus qui est extrêmement lent à notre entendement. Or, le fait de cette lenteur n'empêche pas au problème de développement de s'accentuer. Donc, il est question pour nous de rattraper ce retard en passant rapidement, en essayant de parfaire la décentralisation et en faisant le pas au fédéralisme. Alors, et nous proposons que le fédéralisme soit avec 5 régions qui correspondent aux 5 zones agroécologiques du Cameroun et 5 zones socio-culturelles de notre pays. C'est naturel. Alors, Bernard Dionga, oui. Parlant de décentralisation, c'est un leader d'opinion propose une sorte de dotation paritaire pour toutes les collectivités territoriales, notamment les communes. C'est-à-dire, l'une des propositions qui seront faites, c'est celle de doter chaque collectivité territoriale d'à peu près 1 milliard chaque année et que la fiscalité locale vienne en supplément. Non. Est-ce que, un peu comme un parent qui donne à chaque enfant les mêmes chances en les envoyant à l'école, et maintenant que chacun, avec ses aptitudes, c'est-à-dire le potentiel naturel de chaque territoire... C'est très mal pensé. Parce que je vous donne des exemples. Alors, si nous restons dans le cas des 5 régions, essayez de bien m'écouter. Si on est dans le cas des 5 régions... Là, nous parlons des communes, précisément. C'est la même chose avec les communes. Ce que je vous dis concernant les régions, c'est pour qu'on se comprenne très bien. Vous appliquez ça sur les communes. C'est la même chose. Une fois, si vous me faites comprendre. Je ne prends qu'en termes de superficie. La région du Nord et de l'extrême Nord que nous proposons de fusionner pour donner la région sahélienne, c'est 120 000 km². Écoutez-moi bien, 120 000 km, cette région-là. La région de l'Ouest, que nous proposons de fusionner avec le Nord-Ouest, pour donner la région des hautes altitudes ou bien les grasses fields, c'est 41 000 km². Donc, rien qu'en termes de superficie, c'est 41 000 km². Donc, il y a une disparité entre les deux. Il faut que vous intégrez cela. Ça, c'est un. Si je prends encore la région de l'extrême dont je vous ai parlé déjà en termes de superficie, en termes de population, la région de l'extrême nord, donc la zone sahélienne, c'est-à-dire le nord plus l'extrême nord, en termes de population, c'est 6,5 millions de population. Si vous ramenez ça à une région comme la région côtière, par exemple, c'est-à-dire le littoral, et puis le sud-ouest, c'est 5 millions. Il y a déjà une différence. Vous ramenez à l'ouest en termes de population, il y a déjà une différence.
C'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire qu'en réalité... Encore qu'au littoral, on peut ajouter l'océan. Mais bien évidemment, bien évidemment. C'est pour vous dire qu'en réalité, lorsqu'on doit gérer les États fédéraux, dans les communes, si vous le considérez la chose comme telle, il faudrait que chaque budget et chaque égard soit accordé à une région au prorata de sa population. Est-ce que je me fais comprendre? Je dis bien au prorata de la population. Si nous avons 22 millions de Camerounais et qu'il y a 22 000 francs à partager, si vous permettez le terme, il faut qu'on considère que chaque Camerounais a 1000 francs. Donc la région qui aura 10 millions de Camerounais aura 10 millions. Celle qui aura 3 millions de Camerounais aura 3 millions. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est pour vous dire qu'en réalité, dans ce que nous proposons, un développement qui est basé sur le développement du potentiel naturel de chaque région, il faudrait que l'investissement qui est affecté aux régions corresponde aux besoins de transformation des richesses de cette région-là. Quand vous avez la région de l'Est, du centre, une partie du centre, et une partie du sud qui forment la zone forestière, c'est la zone forestière. Ça veut dire qu'il y a du bois. Nous proposons que très rapidement, qu'on fasse émerger des écoles de transformation du bois en envoyant nos jeunes en Asie du Sud-Est, en Europe, pour qu'ils maîtrisent toute la technologie qui va dans la transformation du bois. Et que le bois consommé au Cameroun soit traité localement. Chaque année, aujourd'hui, on importe environ 9 milliards de francs pour les meubles et bois de l'extérieur. Même notre bois qui sort, ça revient. Or, si on a cette vision, ça veut dire que le gros du budget qu'on va affecter en zone forestière doit prendre en compte cette nécessité d'accélérer la formation et la mise en place des infrastructures de transformation du bois dans cette région. Donc, les budgets des régions sont calculés en fonction de la demande que chaque région met sur la table pour pouvoir accélérer le développement de cette région et du Cameroun de manière entière en puisant sur la richesse et la spécificité de la dite région. C'est aussi simple que ça. Donc, il est hors de question, en divisant en parts égales, on accentue la fracture sociale. Il faut le reconnaître, c'est la société qui est la nôtre. Il faut reconnaître les choses comme telles. Je vous donne un second exemple, puisque je reste dans le projet. Alors, nous proposons qu'on apporte les subventions en milieu rural camerounais. Partout dans le monde, les pays qui sont développés ont bénéficié, ont mis en place des systèmes de subventions. Mais on a tout de suite envie de vous dire qu'il existe une d'or de financement, de projets, le PATMI, le PITMA, le PAE Jeune. Qu'est-ce qui ne marche pas? Mais vous parlez de projet, vous ne parlez pas de solution, vous ne parlez pas de résultats. Nous, on touche des allocations de grosses enveloppes dédiées à ces projets. On voit des ministres... C'est parce qu'il n'y a pas de vision. Il n'y a pas une vision politique. Il n'y a pas une rigueur budgétaire. Il y a pas, je ne sais pas. Le système ne favorise pas le développement du secteur agro-silvo-pastoral ici chez nous au Cameroun. Vous allez énumérer un projet, il en existe que vous oubliez même. Je ne sais pas si vous imaginez. Ils sont extrêmement nombreux. Entre plusieurs ministères. Mais bien sûr. L'agriculture, le MINEPIA, le ministère de l'économie et même le ministère des toutes choses qui n'empêchent pas qu'on soit pauvre, qui n'empêchent pas que le taux de chômage augmente, qui n'empêchent pas que les paysans soient comptés parmi les plus pauvres, qui n'empêchent pas le niveau de vie. Donc il faut faire ce constat. Entre l'encadreur et le producteur, l'État entre en relation avec eux sous forme d'un contrat de performance. C'est ce que nous proposons. Et comme je vous l'ai dit, ce que nous proposons ici, c'est le fruit d'un diagnostic. Ça résout tous les problèmes de détournement, tous les problèmes de corruption qui existent à l'heure actuelle. Et nous allons plus loin. Nous demandons dans une des mesures parmi les 40 que les fonctionnaires techniciens soient complètement exclus de la gestion. Moi, je suis ingénieur agronome. Je dois m'atteler à accompagner les paysans, pas à gérer les projets, pas à gérer les finances. Et pour tout ce qui est finance, nous proposons qu'on mette en place une agence. Une agence pour les projets centralisés dans une seule agence. Mais bien évidemment, la gestion des projets doit être centralisée dans une seule agence qui sera décentralisée dans les régions et même dans les départements. C'est ce que nous proposons. Et c'est faisable. On aura des professionnels qui ont une formation pour bien gérer. On mettra en place un système de contrôle. Un contrôle qui sera aussi fait par les paysans, par les producteurs. Parce que, voyez-vous... Et peut-être aussi par les donateurs, parce que... Non, arrêtez avec les donateurs. Ce que nous proposons ici, on n'a pas besoin de donateurs en tant que tels. Pas les Camerounais. Pas les Camerounais. Mais est-ce que, Bernard Djonga, oui, vous qui voulez lutter contre la corruption, est-ce que vous ne pensez pas à un moment que si, tout à l'heure nous avons évoqué un projet financé par la Banque mondiale, si ces bailleurs de fonds avaient un regard également en termes de traçabilité,
en termes d'efficacité des financements mis à disposition, cela contribuera également à atténuer le niveau de corruption et de dispersion des fonds. Mais vous trompez amèrement. Vous pensez que la corruption n'est que camerounaise? Mais à l'intérieur de ces institutions, il y a la corruption. C'est très grave ce que vous dites. J'assume. Mais écoutez, je dis ce qui est vrai. Mais juste ce que nous avons vérifié. C'est-à-dire que parmi ces bailleurs de fonds également, je dis bien que parmi ces institutions, on a aussi des agents qui sont complices de corruption. Je dis ce qui est vérifié. Donc n'allez pas croire que c'est parce que ça vient de l'extérieur qu'il n'y a pas de fait de corruption. Sur un certain nombre d'aspects, nous l'avons évoqué quand nous avons fait l'enquête du programme Maïs. L'agent qui faisait l'objet de détournement, c'était l'agent venu de l'extérieur. L'agent qui vient de l'extérieur a aussi beaucoup contribué à aggraver l'effet de corruption dans notre environnement. Il faut le reconnaître. C'est pour ça que j'insiste pour dire ceci. Le projet que nous proposons ici, il est bâti sur la base des fonds propres. Parce que nous avons des fonds propres. Et c'est sur ça que nous montons ce projet. Vous m'avez parlé de partenaires extérieurs. Je ne veux pas dire qu'on va cracher sur l'agent qui vient de l'extérieur, mais non. Mais ça ne peut pas être l'ossature de notre projet. Ça ne peut même pas être l'essentiel du financement de notre projet. Absolument pas. Vous voyez? Et je l'explique. Dans ce document, nous l'expliquons. Parce que, voyez-vous, en 2018, cette année, le budget du Cameroun, c'est 4 500 milliards. Les 4 500 milliards proviennent d'où? Vous avez environ 2 500 milliards qui proviennent des recettes fiscales, c'est-à-dire les impôts, les taxes, la douane, etc. Les contribuables camerounais aussi. Mais vous avez 500 milliards qui proviennent des recettes pétrolières. Donc ne venez pas me demander où on peut avoir de l'argent. Notre problème à l'heure actuelle, c'est plus un problème de gestion et de répartition des moyens que nous avons. Or, nous disons ceci, et nous avons le courage de le dire. Si le premier levier de notre développement, c'est le secteur agricole, qu'est-ce que nous faisons? On met le paquet sur tout ce qui permet à notre secteur agricole de pouvoir se développer, parce qu'à travers ce secteur, ce premier levier, on tue les autres secteurs, on résout le problème du chômage, on tue le problème de la vie chère, et on tue le problème d'enrichissement de nos concitoyens. Ce n'est que normal. C'est ce que nous proposons ici. Et nous allons plus loin. Nous demandons qu'on nous donne 5 ans. Mais donnez-nous 5 ans, vous allez voir si c'est faisable ou pas. C'est faisable. C'est faisable. 5 ans, c'est vite passé. Hein? Et c'est ce que nous demandons aux Camerounais. Alors, l'une des cibles dans ce projet d'accompagnement des agriculteurs, des populations rurales, c'est la jeunesse. Vous parliez tout à l'heure de chômage, c'est l'une des franges de la société la plus touchée par le chômage. Qu'est-ce que vous proposez concrètement pour la jeunesse camerounaise? Alors, ici, concrètement, nous avons fait une étude il y a 7 ans sur l'insertion des jeunes en milieu rural. Nous avons pris en compte les jeunes qui sont en milieu rural aujourd'hui, puisqu'il y en a, et ceux qui sont en ville aujourd'hui, puisqu'il y en a. De ceux qui sont en ville, il y a ceux qui sont prêts à aller en milieu rural, parce qu'ils aiment l'agriculture, mais ils n'ont pas de terre, ils n'ont rien. Il y a ceux qui aiment rentrer en milieu rural parce qu'ils ont un patrimoine familial en termes fonciers, etc. Mais ce que nous avons fait, nous avons considéré le cas des jeunes qu'on prend en ville, on les accompagne en milieu rural, pour qu'ils s'installent en milieu rural pour devenir des entrepreneurs ruraux et pour devenir des chefs de famille avec femmes et enfants responsables. Tout calcul fait, avec 6 millions de francs, on installe un jeune en milieu rural, il devient un entrepreneur rural, en tenant très bien sa famille. C'est ce que nous avons fait comme calcul. Et autant que je vous le dise, on a été aussi rigoureux que vous ne pouvez imaginer dans nos calculs. Parce que le jeune que nous amenons en milieu rural, il ne va pas en milieu rural pour mourir. Il va en milieu rural pour vivre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous avons intégré le fait qu'il doit être connecté, le fait qu'il doit pouvoir voir son match, le fait qu'il doit pouvoir aller à l'église, qu'il doit pouvoir... Je ne sais pas. Il doit vivre. Avoir un habitat qui est... Un environnement épanouissant. Épanouissant. 6 millions par jeune. Et ce que nous proposons, c'est que pour chaque région et chaque année, on dégage un budget de 15 milliards par région pour insérer les jeunes en milieu rural. À peu près combien de jeunes par an? 2500 par région. Ça veut dire que sur un an, pour les 5 régions, vous avez 75 milliards et vous êtes sûr d'envoyer 12 500 jeunes à installer en milieu rural. Mais imaginez que sur les 12 500 jeunes qu'on envoie en milieu rural, on ait un taux de réussite de 70%, ce qui est extrêmement louable. Pour vous le dire, c'est-à-dire des jeunes qui deviennent des entrepreneurs, qui deviennent des responsables de famille et qui entrent directement dans le circuit de production et de développement national, puisqu'ils produisent. Mais c'est formidable. Mais dites-moi, est-ce qu'on manque les 75 milliards de francs? On a vu ici, on a sorti 75 milliards pour acheter je ne sais pas quoi là pour distribuer aux jeunes. C'est vous qui avez, je ne sais pas moi. Est-ce qu'on manque 75 milliards? Je vous ai dit tout à l'heure que chaque année, rien que de par les recettes pétrolières, c'est 500 milliards de francs qu'on a comme recettes pétrolières. Bon, on peut bien dégager 75 milliards sur ça. Il faut si vous réalisez. Donc le potentiel est là. Donc la jeunesse, et il est question, il faut qu'on se comprenne très bien.
les jeunes que nous amenons en milieu rural, ils lancent le développement d'autres. C'est une filière. Parce que quand nous parlons de production rurale, c'est avec son penchant agro-industriel. C'est-à-dire, ceux qui sont en milieu rural qui produisent, nous accompagnons d'autres jeunes qui se connectent à cette production pour la transformation, dans la mise en place des PME et des PMI. Je ne sais pas si vous imaginez. Il y a ceux qui se connectent pour pouvoir faire le marketing de ces produits-là. Je ne sais pas si vous réalisez. C'est-à-dire que certains, il y a un pan urbain. Certains doivent rester en zone urbaine. Mais bien sûr. Et ils doivent aussi être... Parce que là, vous n'avez évalué que ceux qui seront en zone rurale. Vous avez parlé de 2500 par an. Mais bien sûr, je vous ai dit une aussi, évaluation également pour l'autre pan de l'activité en zone urbaine. Je vous ai dit par ailleurs aussi que quand nous parlons de primes, subventions sous forme de primes à la production, il y a prime à la transformation, prime à la commercialisation, prime au transport. Tout. On met en place un système de primes qui absorbe les jeunes dans toute la chaîne. Mais on met l'accent sur la première chaîne où il faut produire. On produit à ce niveau-là. Et personne ne viendra nous demander ce que nous faisons. Est-ce que vous savez que chaque année aujourd'hui, on importe pour 500 milliards de ce que nous allons consommer? Est-ce que vous ne savez peut-être pas ça? Prenons le riz. Chaque année, on importe 600 000 tonnes de riz au Cameroun. Et 100 000 tonnes de riz, vous avez pour environ 160 milliards de francs. On importe chaque année pour 600 000 tonnes de blé. Ça fait 100 milliards qu'on dépense. On importe chaque année pour 240 000 tonnes de poissons. Pour 170 milliards. C'est ce qu'on importe de l'extérieur. Vous ne pouvez pas venir nous dire aujourd'hui que pour pouvoir booster l'agriculture, il nous manque les moyens. Mais non, puisque les déficits sont là. Donc, ce que nous sommes en train de faire, l'exemple que je vous ai donné concernant les jeunes, non seulement vous engagez les jeunes à la production, mais vous permettez aussi de pouvoir réduire la pression que nous avons sur nos devises. Faire en sorte que l'argent qui sortait pour importer ne sorte plus pour importer ce que les gens vont manger, mais que ça permette de produire plus et d'améliorer les conditions de vie de ceux qui produisent ce qu'on doit manger. L'Europe s'est développée comment? Au sortir de la Première Guerre mondiale. Et ça, c'est une caricature, c'est quelque chose qui a été très révélateur. On dit ceci aux producteurs, l'État qui dit ça, créer un champ n'importe où sur le territoire français. L'État vous apporte l'eau, la lumière et la route. Et c'était parti. On peut faire la même chose ici. Et ça a permis de développer le secteur primaire. Le secteur primaire se développant, il y a eu l'effet direct sur le secteur secondaire, c'est-à-dire la transformation et l'industrialisation. C'est le secteur secondaire. Une bonne partie des jeunes qui chômaient, regardez l'Europe aujourd'hui, s'est balancée dans le secteur de la transformation et le secteur de l'industrialisation. Et ça qui a créé les tracteurs, les écoles polytechniques et autres. Ces jeunes que tu vois aujourd'hui dans les start-up. Et du coup, ça s'est balancé sur le secteur tertiaire, c'est-à-dire les services, c'est-à-dire les banques, les assurances. Mais ici, chez nous, nos jeunes sont là dehors. Pourquoi? Parce que nous avons fait mourir notre secteur primaire. Du coup, ces jeunes gars qui font dans les start-up, qui font dans les digital, toute cette force-là, on ne sait pas l'utiliser. Les gars chôment avec. Or, dans le projet que nous proposons, le premier levier, nous proposons que chaque paysan doit avoir son carnet. C'est une autre mesure. De telle sorte qu'en début de campagne, on saura que voici ce que le paysan X a besoin pour faire une bonne campagne. Ça peut être les semences, ça peut être l'engrais, ça peut être la machette. La simple machette, ça peut être ça. Il y a les paysans qui n'ont pas ça en milieu rural. On lui apporte ça en début de campagne. Parce qu'il y a son carnet. Alors, rien que la mise en place du fichier des producteurs, l'identification des producteurs. Mais nos enfants qui sont formés en informatique, ils vont vous sortir de ces logiciels. Et vous verrez qu'ils vont contribuer à la production et ils vont contribuer à la dynamisation du secteur du développement économique que nous sommes en train de vouloir aujourd'hui à travers le premier levier qui est agricole. Toujours sur ce registre, parlant des jeunes, un élément que vous n'évoquez pas, c'est celui de la formation. Est-ce qu'un pays avec un tel potentiel comme le Cameroun, une seule école d'agronomie, un seul institut de recherche, est-ce que c'est normal? Non, c'est pas normal. Une des mesures ici, c'est la refonte de l'éducation de base. C'est qu'on n'a pas pris le temps de lire les 40 mesures. Les 40 mesures, c'est un projet de société qui est plein. C'est-à-dire ceux qui parlent ça. Oui, ceux qui parlent que c'est l'agricole, mais ils n'ont rien compris. Puisque même le domaine... Ici, dedans, nous disons simplement ceci. Il nous faut revoir la formation, l'éducation à la base. Et nous allons plus loin en commençant à montrer l'exemple. Et nous disons là-dedans. Chaque maternelle doit avoir
un champ et une ferme. Parce qu'il faut que nos enfants, à partir de 2 ans, qui commencent déjà à savoir d'où viennent les œufs qu'ils consomment, à savoir d'où vient la salade qu'ils consomment, qu'ils grandissent avec. Mais ça crée des vocations. Mais on n'a pas ça à l'heure actuelle. Si nous avons choisi que le premier levier agricole, mettons en place un système qui nous permet. Le Japon est une puissance technologique et industrielle. Au Japon, c'est à l'âge de 2 ans qu'on apprend aux enfants à coder. Mais chez nous, on veut être un pays avec une puissance agricole. Mais à partir de 2 ans, il faut que nos enfants commencent déjà à savoir ce que c'est qu'un champ, à savoir ce que c'est qu'une ferme. Et on reverra ainsi l'éducation. Parce que, à vouloir montrer aux enfants d'où vient l'œuf que l'enfant mange, d'où vient la salade que l'enfant mange, du coup, dans la tête de l'enfant, il pense à la machette, il pense à la conservation, il pense à un ensemble d'activités connexes. Et ça grandit avec. Là, on tombe droit dans une formation qui est diplômante, mais diplômante et pratique. Pas une formation littéraire. À l'heure actuelle, on forme les gens à savoir où ils vont aller. Nos étudiants, essayez de voir aujourd'hui. Trouver un stage qui correspond à la formation des gens aujourd'hui, ce n'est pas donné. Parce qu'on fait des formations qui ne correspondent pas à la réalité de notre environnement. Mais c'est des choses qu'il faut qu'on change. Et nous le proposons dans les 40 mesures. Vous voyez? Et ça n'a pas très simplement à l'agriculture comme on est en train de le dire. Je veux prendre une autre mesure pour qu'on aille un peu plus loin. C'est ce que nous avons appelé l'aménagement du territoire. Si nous divisons le Cameroun en 5 régions, nous proposons ceci. Regardez en ville. Ici à Yaoundé, il y a ce qu'on appelle Maïtu. Qu'est-ce que la Maïtu fait? Fait le morcellement de terre 250-500 mètres carrés. Met ces terres-là à la disposition des usagers qu'ils achètent, qui valorisent. Nous proposons aussi d'installer ce que nous avons appelé Maïtou, c'est-à-dire mission d'aménagement des terrains ruraux. On va dans la Damawa, où il y a des espaces qu'on peut utiliser, qu'on peut valoriser. On morcelle aussi les terres agricoles, 50 hectares, 100 hectares, 200 hectares. On les morcelle, je finis. On les aménage, c'est-à-dire on apporte la route, on apporte l'eau d'irrigation, on apporte l'énergie. Et on met ça à la disposition des gens qui peuvent investir sur ces terrains. C'est ce que nous proposons. Si on le fait, vous allez remarquer qu'en réalité, comme nous avons mis en place un système de prime à la subvention, de subvention sous forme de prime à la production, dans la région de l'Adamawa, qui est une région hautement d'élevage, nous allons mettre en place une prime à la production du fourrage. Vous comprenez très bien, on subventionne la production du fourrage sous forme de prime. Ça veut dire qu'on va produire le fourrage qui permet de nourrir les bêtes. Ça veut dire qu'on va vers la densification de l'élevage. On gagne déjà sur l'élevage. Mais on libère un peu d'espace qui est aujourd'hui consacré au pâturage. On investit dessus. Une partie pour la production du fourrage, une autre partie pour la production des spéculations que nous aurons identifiées. Parce que sur chaque parcelle, nous pouvons aller jusqu'à faire l'analyse du sol. De telle sorte que l'usager, il sait où il va. On peut même proposer les cultures qu'il faut pratiquer sur tel bloc. Donc le bloc F qui est ici, 150 hectares, sur les 150 hectares, voici les caractéristiques du sol, voici les cultures qui correspondent à ces 150 hectares, voici la demande qui est sur le marché, et on demande aux investisseurs, décidez-vous. C'est faisable. Alors, parlons de l'aménagement foncier, puisque nous y sommes. Vous savez, Bernard Djongon, qui a un problème, une contrainte fondamentale, c'est celle de la sécurisation des terres. Et même quand on parlait de la jeunesse tout à l'heure, si certains jeunes sont réfractaires à rentrer en zone rurale, même quand il s'agit d'un patrimoine familial, c'est parce qu'on ne peut pas sécuriser, on ne peut pas obtenir un titre foncier. Et lorsque, par exemple, un entrepreneur veut aller auprès d'une banque, d'une institution financière, une microfinance, avoir un petit crédit, le fait de ne pas pouvoir avoir un titre foncier pour le déposer à la banque, pour avoir un crédit, c'est un problème. Quelle solution vous apportez à ce niveau? Ce problème, cette solution que vous apportez, elle ne réussira jamais. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Je vous l'explique. Déjà, il faut qu'on se comprenne très bien. Le problème de sécurisation foncière est dû au problème d'utilisation foncière. C'est-à-dire, si on met en place un système d'utilisation des terres, vous allez remarquer que ce que nous proposons ici, nous amenons de manière insidieuse et de manière bénéfique les populations à s'investir dans la chose agricole. Parce que quand vous entendez prime, subvention sous forme de prime à la production, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on vient dans la région de l'Est. On dit ceci,
tous les paysans qui mettent en place 1 hectare de maïs et qui récoltent 3 tonnes à l'hectare, au moment de la récolte, on vous accorde une subvention sous forme de prime à la production de 250 000 francs, on peut mettre 300 000 francs. Cash qu'on vous donne à l'Est. Si on le dit maintenant, vous allez voir que l'investissement dans cette région par les populations dans la production sera élevé. Ça, c'est un des premiers problèmes. Sera élevé. Et si cela est élevé, vous allez remarquer que le système de primes qu'on accorde, comprenez-moi bien, quand on dit 300 000 francs, si vous faites 1 hectare et que vous récoltez 3 tonnes, ça veut dire que le chèque en blanc de 300 000 francs, ça peut remplacer le titre foncier que vous avez pour aller prêter de l'argent à la banque. Il faut qu'on se comprenne très bien. Parce qu'il y a un système d'encadrement qui est mis en place. Vous donnez une assurance à celui qui vous prête de l'argent que vous aurez de l'argent. C'est comme un fonds de garantie. Et comprenez-nous très bien. Donc, vous voyez que ça n'a rien à voir avec le titre foncier que vous évoquez comme étant quelque chose pour hypothéquer. Non. On donne la possibilité donc aux paysans en milieu rural d'investir, de valoriser la terre en ayant les moyens pour, par ce système de fonds de garantie que nous qu'on leur donne sous fond à travers la prime. Il faut mettre en place un système d'encadrement et puis ça marche. Deuxième chose, je n'ai pas oublié votre question. Il n'existe pas de problème foncier en tant que tel au stade actuel pour le développement de l'agriculture au Cameroun. Le Cameroun compte 95% de petits producteurs, c'est-à-dire ceux qui ont moins d'1 hectare. Vous le savez. Or, le problème avec ceux qui ont moins d'1 hectare aujourd'hui, ce n'est pas agrandir le nombre d'hectares, non. Vous pouvez garder moins d'1 hectare, ou bien garder 1 hectare. Mais faire en sorte que vous produisez de manière rentable sur 1 hectare. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut revoir l'itinéraire technique. Il faut s'assurer qu'en début de campagne, chaque paysan a les bonnes semences. Ce qui n'est pas donné à l'heure actuelle. Vous le savez. Il y a beaucoup de paysans qui n'ont pas de semences en début de campagne. On s'assure qu'ils ont la bonne semence, qu'ils ont qu'ils utilisent le bon itinéraire technique, qu'ils auront la bonne conservation. Vous verrez que sur 1 hectare, les paysans que vous avez à l'heure actuelle, les petits 95%, ils vont multiplier leur production par 2. Le marché de Mokolo et de Foundi seront arrosés de vivres. On se comprend très bien. Donc c'est question d'approche. Et c'est pour cela que le projet que nous proposons aux Camerounais ici, c'est vraiment un projet de société. Parce que vous ne pouvez pas compartimenter les 40 mesures. Les 40 mesures sont imbriquées. Il y a du social, il y a des finances, il y a de l'économique dedans. Mais est-ce que, en tant que président de la République, si vous êtes élu demain, est-ce que la masse d'investissement ne sera pas énorme? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'au-delà de la production, il y a aussi l'acquisition de l'outillage, du matériel, des tracteurs de nouvelle génération. Ça suppose aussi beaucoup d'investissements sur le plan financier. Mais bien évidemment, vous voyez l'investissement, vous ne voyez pas la production. Il y a la production. C'est une dynamique économique. Comment vous pouvez dire ça? Alors, si autant de financements sont consacrés à l'agriculture, certes, c'est un levier pour booster tous les autres secteurs de la vie sociale, politique, et les autres pans de la vie nationale. La défense, la sécurité. Vous avez la mémoire courte. Mais le stade Amadou Aïdjo a été conçu par quoi? C'est pas l'argent de cacao, de l'ONSOPB. Dans les années 70. Même la rue Yaoundé doit être conçue par l'argent des paysans de la production. Est-ce que vous oubliez ça? Est-ce que les besoins s'expriment parfois concomitamment? Si vous permettez, nous parlons d'investissement dans le secteur agricole pour la production. Tout ce que vous apportez en milieu rural, comme prime, comme subvention sous forme de prime à la production, vous êtes dans un contexte où il n'y a pas de détournement, comme on a vu par le passé. Puisque quand vous sortez 300 000 pour primer quelqu'un qui a fait 1 hectare de maïs, vous avez effectivement les 3 tonnes de maïs. Est-ce que vous comprenez? Vous avez les 3 tonnes de maïs, et les 3 tonnes de maïs que vous avez entre les mains, c'est une richesse. Qu'est-ce que ça fait les 3 tonnes de maïs qu'on a entre les mains? Ça permet à la provenderie de marché de continuer à faire l'élevage et de produire les œufs qu'on exporte aujourd'hui au Gabon, qu'on exporte aujourd'hui en République centrafricaine, de faire entrer les devises. Il faut que vous compreniez ça. Je ne vous ai pris que cet exemple-là. Ce n'est pas qu'on sort de l'argent pour investir, il n'y a pas de retour. On a affaire à un secteur, quand je parle le premier levier agricole. Pourquoi nous demandons 5 ans au Cameroun? Parce que c'est qu'il y a des régions du Cameroun où on a 2 campagnes par an. Je fais un complément. Il y a des régions où il y en a 2 campagnes par an.
Il y a certains retours, maintenant, sauf qu'au moment où, imaginons un scénario, vous êtes élu, au moment où vous prenez vos fonctions, les besoins des Camerounais, comme dans tout pays, s'expriment, je dis, concomitamment. C'est-à-dire qu'au même moment, il faut investir dans l'agriculture, il faut investir dans l'éducation, il faut investir dans la sécurité, dans la défense, dans les logements sociaux. Est-ce que c'est 4 500 milliards ou 3 000 que vous avez évoqués, est-ce que c'est suffisant s'il faut massivement investir autant de ressources dans l'agriculture? Mais il faut des priorités. Il faut des priorités, je suis désolé, il faut des priorités par rapport aux investissements. Il faut des priorités par rapport aux résolutions des problèmes. Et c'est en prenant en compte tous ces problèmes-là que nous avons choisi. L'agriculture nous permet d'avoir des richesses pour pouvoir aborder les autres leviers. Parce que dans votre question, vous posez une question imparfaite. Parce que la production n'est pas immédiate. Elle n'est pas immédiate. Elle arrive après un certain temps. C'est-à-dire que pour les productions saisonnières les plus courtes, c'est 3 mois, 6 mois. Elle n'arrive pas immédiatement. Sauf qu'à l'instant, dès que vous prenez fonction, il faut payer les fonctionnaires, il faut résoudre les problèmes d'addiction qui se posent avec acuité actuellement, même dans la capitale. Il faut résoudre les problèmes de logements sociaux, le déficit est encore criard, les problèmes de sécurité. Nous avons 2 fronts d'insécurité au Cameroun, l'extrême nord, le nord-ouest et le sud-ouest. Il faut massivement investir sur les questions de défense. Alors, à l'instant où vous prenez vos fonctions de chef d'État, si vous êtes élu, il faut un certain équilibre pour qu'il n'y ait pas de poche d'insatisfaction. Et bien évidemment, si on prend le pouvoir, on ne fait pas table rase des investissements qui existent à l'heure actuelle. On ne fait pas table rase. L'Ompanga est toujours là. Le port de Kribi sera là. On va chercher à les rentabiliser. Meuble sera là. C'est des investissements qui ont été mis en place pour pouvoir résoudre le problème d'énergie. Quel problème d'énergie pour pouvoir faciliter la production? On va les valoriser. Cela vous amène à ma question centrale. Quel est le pourcentage que vous comptez investir dans l'agriculture? Vous avez ça dans oui, dans ce document, si on a fait des simulations. Dites aux téléspectateurs. 15%. 15% du budget sera engagé dans ce premier levier qui est le développement du secteur agricole. Nous avons proposé un super ministre de l'Agriculture avec un budget. Nous avons proposé un super ministère de PME et de PMI avec un budget. Une agence qui centralise. Une agence, oui, bien sûr, avec un budget. Et nous avons proposé l'avènement des nouveaux ministères. Le ministère qui va contrôler à la fois les importations et contrôler la production locale, de telle sorte qu'à chaque fois, on va s'assurer que ce qu'on importe, ça ne vient pas étouffer ce qu'on produit. Ça vient plutôt servir de gap à ce qu'on est en train de vouloir produire. Vous voyez un peu? On a calculé tout ça, c'est progressif. On n'a pas dit qu'on vient, on prendra le pouvoir et on va agir avec une baguette magique. Absolument pas. Et c'est la raison pour laquelle nous interpellons tous les Camerounais, puis c'est quelque chose qui sera vachement participatif. Et c'est aussi la raison pour laquelle vous allez voir que dans notre approche de la chose politique aujourd'hui, dans le champ politique aujourd'hui, nous on n'est pas dans l'invective. Vous voyez, nous on se présente plus comme un parti de proposition et non un parti d'opposition. Il faut qu'on se comprenne très bien. Peut-être on aura le temps d'en parler. Il faut que vous le sachiez. Donc parce que nous sommes convaincus qu'un projet comme celui-ci, c'est un projet qui doit être mené par tous les Camerounais. Donc ce projet, nous tendons la main à tous les Camerounais par rapport à ce projet. Ce document projet. Nous avons fait un premier tirage de 150 000 exemplaires. C'est diffusé partout au Cameroun. On ne cherche pas à savoir quelle est la couleur de X, Y pour lui donner le projet. Absolument pas. Il faut que vous intégrez cette donne-là. C'est notre spécificité, ça, en tant que CRAC. Alors, tout à l'heure, vous avez évoqué des importations qui viennent asphyxier la production locale. Oui. Parlons d'une actualité récente, celle du sucre. Quel regard vous portez sur ce secteur? Vous pensez que les mesures prises par le chef d'État qui consistaient à geler certaines importations, est-ce qu'elles sont efficaces puisque ce sont des mesures qui reviennent chaque année? Non, c'est un des faits qui clarifie l'échec de la politique agricole qui est mise en place à l'heure actuelle. Je ne sais pas si vous imaginez. Parce que dans les informations qu'on nous a données, il faut encore aller voir lequel du sucre est produit au Cameroun. Parce qu'il y a des cas de figure où on importe le sucre et on conditionne au Cameroun, on met l'étiquette dessus comme Made in Cameroun. J'espère que vous le savez. Vous imaginez un peu. Donc, il faudrait s'assurer que le sucre local qu'on est en train de protéger, c'est un sucre qui est effectivement issu de la production des usines que nous avons sur le plan local, c'est-à-dire des champs de canne à sucre à la transformation. Tel n'est toujours pas le cas. J'espère que vous le savez. Mais les statistiques que nous avons aujourd'hui nous disent que Sosucam n'a pas le potentiel pour satisfaire toute la demande du Cameroun sur toute l'année. Oui, mais attends, ils n'ont pas le potentiel, donc c'est ça qu'il faut changer. Quand vous parlez de potentiel, de quoi vous parlez? En termes d'espace, on a l'espace pour pouvoir produire la canne à sucre. Vous voyez un peu. Et qu'est-ce qu'il faut donc? Mais c'est ce que je suis en train de vous expliquer. Lorsqu'on fera
de l'agriculture de premier levier, on va investir dans les secteurs que nous pensons que ça dynamise le reste et ça réduit les importations. Dans le cas du riz, dans le cas du sucre, comme vous êtes en train d'évoquer, le cas du blé, parce que nous sommes militants pour que le pain consommé au Cameroun soit un pain enrichi aux farines locales. C'est ce que nous proposons. Donc toutes les pistes, vous avez toutes les pistes dans les 40 mesures. Et c'est pour ça que j'insiste pour dire ceci aux Camerounais qui sont en train de nous suivre. Ces 40 mesures-ci, c'est un diagnostic de notre pays que nous avons effectué sur 30 ans. Un diagnostic que nous avons effectué sur 30 ans. Donc tous les aspects que vous allez aborder, les aspects que nous avons pris en compte. Donc il est question d'engager le maximum possible nos populations qui vivent dans la production et de faire en sorte que cette production engage maintenant d'autres Camerounais dans toute la filière que cette production aura enclenchée, du champ jusqu'à la table du consommateur. Ça, c'est le jeu que nous proposons à l'heure actuelle. Et c'est faisable. Nous avons tout le potentiel. Donc, la division du pays en 5 régions, c'est un des éléments forts aussi. Très bien. Alors, Bernard Dionga, vous êtes candidat à l'élection présidentielle. Vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, votre parti n'a été créé qu'en 2014. Ça veut dire que vous n'avez pas, à ce jour, de conseils municipaux ni d'élus au Parlement. Non. Si, d'après le calendrier actuel, oui, l'élection présidentielle devrait intervenir après les élections locales, si le calendrier est inversé? Mais il n'y a pas de problème. Ça veut dire que vous n'êtes pas éligible. Non, non, il y a des mesures qui sont... La deuxième mesure étant d'obtenir 300 signatures des chefs traditionnels de premier degré. Oui, et la troisième mesure et les responsables des organisations consulaires. C'est une autre mesure. Il y a aussi une troisième mesure d'être portée par un parti qui a des élus. Vous le savez, au Cameroun. Oui, donc ces mesures sont là. Alors, donc, ne dites pas que comme on n'a pas eu d'élus, on n'est pas éligible. Donc il y a des mesures pour pouvoir remplacer le cas de figure où, qui est le nôtre, où on est un jeune parti, on n'a pas encore eu à concourir dans l'une ou l'autre élection pour avoir des élus. Donc il y a des mesures qui ont été prises pour ce cas de figure. Et je pense qu'au regard de ces cas de figure, attendons le moment venu, vous ne serez pas parmi les surpris. Vous avez déjà des... Attendons le moment venu, vous ne serez pas parmi les surpris, puisque vous savez que je vous ai déclaré que nous sommes candidats. Je vous l'ai dit, vous l'avez dit. Donc attendez le moment venu. Alors, restons sur l'option du calendrier actuel, les élections locales. Quelles sont vos propositions fortes au-delà de votre projet de candidature présidentielle? Si vous avez des élus qui vont au Parlement, des mairies à concourir, il y a un discours particulier pour les territoires dans la configuration actuelle, puisqu'il n'y a que si vous arrivez au pouvoir que vous pourrez reconfigurer ancienne région dans la configuration actuelle du Cameroun, avec la décentralisation actuelle, l'état des communes actuel, le rôle du Parlement. J'ai envie de vous demander tout de suite, vous êtes pour ou contre le bicamérisme, le Sénat, l'Assemblée nationale, les deux chambres, vous pensez que c'est une utilité dans d'autres pays? Bon, écoutez, nous avons tout proposé ici, nous avons tout proposé. Vous avez l'opportunité. Non, non, nous l'avons proposé ici. Nous avons clairement dit que nous sommes pour une décentralisation qui est parfaite et qui est le fédéralisme. Donc on a affaire aux États. Donc il faut discuter avec nous maintenant par rapport à la configuration d'un pays qui est composé d'États. Un État fédéral, c'est ça la réalité, ce que nous proposons ici. Vous me ramenez à commenter ce que nous avons trouvé qui n'était pas adapté à au développement de notre pays dans le contexte actuel. C'est là où vous me ramenez. Non, mais nous avons proposé ce que nous proposons. Au cas où nous avons la possibilité d'avoir ce pouvoir, c'est que notre pays puisse évoluer vers le fédéralisme. Mais nous restons dans le cas de figure où le président Biya est opposé au fédéralisme. Et si demain vous glanez quelques communes, des postes à l'Assemblée nationale, vous devrez diriger ces communes, comme l'ont fait d'autres partis de l'opposition, selon les normes en vigueur. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous avez des élus dans les conseils municipaux ou des mairies dirigées avec un exécutif crack. Quelles sont les politiques spécifiques que vos élus vont mener dans la configuration actuelle? N'allez pas chercher ailleurs. Nous sommes très clairs. Tout est consigné dans ces 40 mesures. Tout est consigné dans ces 40 mesures. Nous partons sur le fait que le principal levier de notre développement, c'est le secteur agricole. Et nous pensons que tous les éléments de vie de notre société devraient concourir à pouvoir dynamiser ce secteur pour le bien de tous les Camerounais. C'est le premier levier. Il faut bien qu'on se comprenne. Et dans mon propos... C'est-à-dire que si on a des communes, par exemple, dirigées par des élus du CRAC, ils vont investir 15% dans l'agriculture. Non, ce n'est pas à ce niveau-là que ça se joue.
Parce que 15% à partir d'un budget qui est mesuré en fonction de quoi? Ça, c'est un projet qui est tenu au niveau national et qui se désagrège au niveau des structures locales. Il faut qu'on se comprenne très bien. Oui, mais ce n'est pas qu'un budget. Si on a 10 000 francs, on va investir 15 000 francs dans l'agriculture. Ce n'est pas question de pourcentage. Non, mais Bernard Dionga, pour être pragmatique, oui. Vous êtes candidat à l'élection présidentielle. Oui. Actuellement, le Cameroun est dirigé par le président Biya, président du RDPC, qui conduit la nation selon son modèle. Il y a une décentralisation qui est en place. Si au sorti des élections locales, législatives et municipales, on a une dizaine de communes avec à la tête de leurs exécutifs des responsables du CRAC, après l'élection présidentielle, vous n'êtes pas élu président. Ça veut dire que vous ne pourrez pas mettre, vous, en tant que président, apporter cette révolution que vous proposez. Comment vont se comporter vos élus dans ces communes? Non, il faut attendre de voir. Parce qu'à chaque commune, sa réalité sera au cas par cas. Il ne peut pas à l'heure actuelle pouvoir généraliser, non. Ça dépendra du contexte, ça dépendra même des, comment je pourrais dire ça, des moyens dont dispose la dite commune. Puisque pour la chose de la décentralisation, je vous ai clairement dit qu'on vit une situation où il y a des prérogatives qui sont laissées aux structures décentralisées, mais il n'y a pas les moyens pour pouvoir assumer ces prérogatives. Donc, ils ont les prérogatives sans les moyens. C'est le cas de figure que vous êtes en train d'évoquer à l'heure actuelle. Et dans ce cas de figure, vous convenez avec moi que, au regard de ce qui se passe à l'heure actuelle, les communes n'ont pas les moyens pour implémenter un projet de développement en leur sein. C'est ça la réalité. Mais vous voulez refuser ça? C'est la réalité, mais ce qu'on observe aussi, c'est que certaines collectivités territoriales, notamment les communes, s'investissent énormément dans des projets, on va dire, d'infrastructures, la construction des hôtels de ville qui coûtent des milliards, qui parfois tiennent sur 2 mandats, sur 10 ans, ne sont parfois pas achevés, et que les communes aujourd'hui ont les prérogatives de créer des sociétés d'économie mixte, d'investir dans des projets productifs. Ce n'est pas le cas pour toutes les communes lorsqu'on fait un peu le tour d'horizon. Est-ce qu'il n'y aura pas une spécificité? C'est là ma question, une spécificité, par exemple, des élus du CRAC, dire, voilà, pour chaque commune dirigée par des élus du CRAC, nous comptons spécifiquement nous investir dans des activités de production. Non, la spécificité du CRAC ne pourra s'exprimer qu'au cas par cas. Donc, vous me demandez de parler des communes que je ne connais pas. La commune de Yaoundé premier, ce n'est pas la même chose que la commune de Yaoundé 4e. Ce n'est pas la même chose que la commune de Bokito, ou bien la commune de Yagua, ou bien la commune d'Adoukoula. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, vous m'amenez à pouvoir m'exprimer sur une spécificité que je n'ai pas. On a parfois l'impression qu'il serait utile pour une commune d'investir, puisque les populations rurales manquent de financement. Il serait utile, par exemple, pour une commune de s'investir dans des activités de production, encadrer les populations rurales, ce qui n'est pas souvent fait. Là, en fait... Vous voulez m'amener à débattre des choses qui n'existent pas, qui n'existent pas dans notre compréhension, par rapport auxquelles nous sommes en train de vouloir apporter un changement. Vous voyez, tout ce que vous évoquez là comme étant les faiblesses à l'heure actuelle des communes, c'est la faiblesse du système de décentralisation qui est mis en place. Parce que vous savez, on a toujours fait... C'est aussi la faiblesse du système de management de notre pays que nous proposons que cela soit revu. Parce que dans notre pays, nous disons clairement ceci, une fois, si nous avions les moyens, en réalité, et quand il parle de moyens, c'est moyens politiques. En réalité, l'État et l'administration doivent être mis au service du projet et du citoyen. C'est-à-dire doit être revu dans tous les aspects que vous évoquez là. Donc vous êtes en train de m'amener à pouvoir commenter quelque chose que nous sommes en train de rejeter, de vouloir faire changer. Soit, si vous comprenez. Et faire changer, dans ce que j'ai expliqué, c'est déjà être très précis pour les prérogatives qu'on donne à cette structure décentralisée, être très précis sur les moyens que nous supposons être à la hauteur des prérogatives qu'on leur a cédées. Tel n'est pas le cas à l'heure actuelle. Et je vais plus loin en affirmant ici que pour le CRAC, nous pensons que la décentralisation poussée au bout donne le fédéralisme. Et c'est sur quoi nous insistons. Alors, là, c'est toute une autre logique de gestion de la cité, toute une autre logique de gestion de l'administration. Et c'est ce que nous proposons au Cameroun. Donc, nous portons un projet. Et nous sommes prêts à discuter avec tous ceux qui... Les deux cas de figure étant valables. Parce que vous savez le projet des primaires. Je voulais expliquer, nous portons un projet. Nous ne nous inscrivons pas en tant que tel dans l'opposition. Essayez de comprendre ce mot. Peut-être ça vous paraît difficile, ça vous paraît bizarre. Nous ne nous inscrivons pas en tant que tel dans l'opposition. Nous nous inscrivons comme un parti de proposition. Et c'est le projet que nous mettons en avant. Nous sommes prêts à discuter avec n'importe qui, n'importe quel Camerounais, du projet. Si on parle de projet. Je vous ai évoqué les deux problèmes
qui, à notre sens, mine notre société aujourd'hui, le chômage et puis la paupérisation de nos populations. Comment on fait pour changer cette situation? Voilà un débat sur lequel nous sommes prêts à nous asseoir sur n'importe quelle table. Et j'ai insisté pour vous dire que le projet, la spécificité que le CRA a aujourd'hui, c'est que le projet que nous portons est proposé aux Camerounais de toute obédience, en transcendant les clivages politiques, politiciens, les clivages ethniques, les clivages religieux. Je vous l'ai clairement dit. Donc on est prêt à discuter de ce projet avec n'importe quel Camerounais. Il faut que vous intégrez cela. Autre chose, il faudrait bien que je vous le dise aussi une fois de plus, en 2011, on n'était pas candidat. On a commis un pacte que nous avons proposé à ceux qui étaient candidats. Il faut qu'on se comprenne très bien. Le candidat élu n'a pas accepté le pacte. C'est pour ça que nous avons changé. Donc aujourd'hui, nous avons fait un projet que nous proposons aux Camerounais. Vous venez encore, vous me cherchez à me ramener sur une table où on réduit les Camerounais à un certain nombre d'individus. Je dis que non. Nous proposons ce projet à tous les Camerounais. Tout ce que vous évoquez comme étant des leaders d'opposition au passé des Camerounais, quel que soit leur bord. Et nous sommes prêts à discuter avec eux d'un projet qui aille dans le sens des deux problèmes qui sont à l'origine de tous les autres problèmes que nous rencontrons dans notre société aujourd'hui que j'ai cité. J'ai parlé du chômage, j'ai parlé de la pauvreté. Et j'ai parlé du fait que la majorité de nos populations vivent de l'agriculture. Discutons de ça. Discutons de ça. Ne discutons pas des élections en tant que... Les élections dépendent de ça. Il faut qu'on se comprenne très bien. Les élections dépendent de l'engagement qu'on amène les populations à prendre quand ça s'y concerne ces élections. Cette nuance est très importante. Quand on loupe le coche, les élections dépendent de l'électorat. On ne peut pas non plus se départir de la logique politicienne du jeu électoral. Oh, mais allez-y donc. Allez-y. Et si vous êtes acteur politique... Non, mais allez-y. Mais chaque acteur politique a sa spécificité. Alors, quand vous dites parti de on n'a pas peur d'assumer certaines responsabilités. Je pense que je suis tout à fait clair. Tout à fait. Oui, on ne fonctionne pas en fonction du courant ou bien en fonction de je ne sais quoi. On explique très bien quelle est la position du CRAC et c'est ce qu'il ne fait que vous l'expliquer. Et on reste entièrement ouvert à ça. Le projet, c'est 40 mesures. Aujourd'hui, s'il faut l'implémenter, on ne sera pas à 40 mesures, on sera à quelque chose comme 45 mesures. Parce que plusieurs autres Camerounais, dans la diaspora, sur le plan national, de toute obédience politique, nous ont appelés pour apporter leur contribution par rapport à ce projet, en nous disant que oui, il y a telle mesure que nous pensons qu'on pourrait rajouter, etc. Des mesures qui sont intéressantes. Voilà déjà un débat qui est en train d'être mené. Alors, parti de propositions ouvertes à tous les Camerounais, vous avez dit avoir soumis lors de l'élection de 2011 vos propositions au candidat BIA. À tous les cas, ils étaient 23. 19 ont signé. Celui qui a été élu n'avait pas signé. C'est-à-dire le candidat BIA. Le président Paul Biya n'a pas signé. Alors, parti de proposition, pas souci de se positionner dans l'opposition si le président Biya vous tend la main aujourd'hui, de le rejoindre, d'occuper par exemple un grand ministère de l'Agriculture. Tout ce que fait Bernard Dionga. Non, mais écoutez, là, vous parlez de gouvernement. C'est ce que vous voulez dire. Mais non, nous ne parlons pas de gouvernement actuellement. Nous parlons d'une vision de développement de notre pays. Mais de la vision, si vous il permettez, faut être pratique à un moment. Mais je suis pratique. Je ne suis pas pratique. Je ne suis pas pratique. Je ne suis pas pratique à votre goût. Mais je suis pratique. Je dis, non, je pas à notre goût. Oui, puisque vous faites de ne pas me comprendre. Du fait de la réalité. Non, non, écoutez, la réalité n'est pas que la vôtre. Vous n'avez pas l'exclusivité de la réalité. Non. On est dans un pays que pour vous expliquer. Je vous permets. Vous êtes homme politique. Oui. Il y a différents cas de figure. Vous êtes a priori de l'opposition. Vous vous dites être parti de proposition. C'est un nouveau vocat qu'on retrouve de plus en plus chez les hommes politiques. Fantastique. Monsieur Olivier Billet, Akere Mouna. Donc ça veut dire qu'on est en train de réussir déjà. Donc ça vient déjà. Ça vient déjà. Alors, dans l'entendement de certains Camerounais, puisque moi je suis journaliste et nous questionnons l'opinion, certains ont l'impression que ce sont des appels de balles au gouvernement. Une réalité est que lorsque, à l'issue d'une élection présidentielle, le président Biya le fait aujourd'hui, on a un gouvernement ouvert avec des figures anciennement de l'opposition, le ministre d'État Bello Bouba, nous avons d'autres personnalités. Oui. Si aujourd'hui, le président Biya vous tend la main et vous dit qu'il accorde un écho favorable à vos 40 mesures, que fait Bernard Dionga? Mais on discute. En politique. Mais bien sûr, c'est ce que je fais que vous dites, vous refusez. Non. Le président Biya, c'est un Camerounais comme tous les autres. Et nous sommes prêts à discuter avec tous les Camerounais. C'est-à-dire que Bernard Dionga peut entrer au gouvernement Biya. C'est-à-dire, vous utilisez vos mots, c'est-dire libre à vous. On a l'impression que vous avez... Non, écoutez. Vous évitez de dire les choses de manière... Mais non.
Vous ne voulez pas me comprendre. Ce n'est pas question de gouvernement, c'est question de vision de développement de notre pays. Est-ce que vous comprenez? On est prêt à discuter de quelles solutions on met en place pour résoudre le problème de la cherté de vie, le problème du chômage de nos concitoyens, le problème de pauvreté de nos concitoyens. Nous sommes prêts à discuter de la résolution de ce problème avec n'importe qui. Sauf que Bernard Dionga, avec n'importe sur le plan politique. Et je vais plus loin. Oui. Vous l'avez peut-être oublié. Pendant mes 30 années, on m'a proposé d'être ministre dans un gouvernement. 3 fois, j'ai refusé. Parce que là, on parlait d'un gouvernement. On ne parlait pas d'une vision de développement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un accord sur la politique agraire à Vraiment, vous parlez de politique agraire. Vous réduisez, je n'arrive pas à vous comprendre, vous réduisez le projet du CRA toujours à un projet agraire. Je vous dis, c'est un projet de société. Donc quand je parle de discuter d'une vision de développement de notre société qui intègre l'aspect agricole, qui intègre plusieurs autres aspects. Mais vous convenez avec moi que, vous convenez, Bernard Dionga, avec moi que le président Biya, Ken Majuto, sur le plan... mais attendons les élections, ne commencez pas à tirer les conclusions, on est en train d'aller aux élections. Parlons des précédentes consultations auxquelles vous faites allusion. Je dis le président Biya, qui est majorité au Parlement, à la base, dans les communes, il est quand même difficile que vous, bien qu'étant un acteur très respecté, vous veniez imposer votre vision de la société. Il faudra bien faire des concessions. Non, mais on n'a pas envie d'imposer. C'est une dynamique. C'est-à-dire, il faudrait que vous essayiez de me comprendre pour une dernière fois. Est-ce que c'est un compartiment que vous avez offert? Si vous permettez. Mais on ne cherche pas le sapoter, on ne cherche pas le compartiment. C'est ça que vous ne voulez pas comprendre. On n'a pas créé ça parce qu'on voulait un ministère. Je suis en train de vous dire qu'on nous l'a proposé à Ndjonga. Quand j'étais à la société, on a dit non. Vous êtes en train de nous confiner à une structure qui cherche non. Si vous permettez. C'est que ce que j'explique, et il faut que vous essayiez de vraiment me comprendre. Le CRA a un projet de société. Et nous disons, nous sommes prêts à discuter de ce projet de société avec n'importe quel Camerounais, et qui qu'il soit. Si nous sentons que l'accord, l'entente, est construit autour d'une solution qui va dans le sens de la résolution des problèmes. J'en ai évoqué 3. Le chômage, la pauvreté des populations, je m'arrête à la vie chère, je m'arrête à ça. Et je vous l'ai dit, parce que 70% vivent de ces éléments-là. Si la solution, si on s'entend, il y a un consensus autour d'une vision qui va dans le sens de la résolution de ces problèmes, à notre entendement, nous sommes partants. On discute. Il faut qu'on se comprenne très bien, on discute. Mais quand vous prenez la chose pour dire que le CRA est prêt à aller prendre un ministère, je dis mais attendez. Non mais à l'issue de cette discussion, alors par exemple Bernard Dionga, la préoccupation elle est celle-ci. Vous parlez de discussion, vous parlez de vision, sauf que sur le plan politique, de manière pragmatique, à l'issue de ces échanges, de ces discussions, on en vient forcément à un partage des postes politiques. Non. Je vous partout dans le monde. Non. Il y a forcément des concessions à faire. Non et non. Le CRA ne s'inscrit pas dans la logique de partage. Non. Si votre vision est adoptée, une partie de votre vision est adoptée. Il faut qu'on se comprenne très bien. Et qu'on vous demande de venir servir, il s'agit là de venir servir. Ce n'est pas le partage des postes, mais de venir servir le peuple camerounais. Écoutez, je le sais déjà. Mais si c'est ça que vous voulez dire, je l'ai servi pendant 30 ans. C'est ça que vous voulez dire. Sauf que vous avez quitté la société civile pour entrer dans l'univers politique. Parce qu'on a un autre objectif. C'est notre réalité. Quand nous créons le CRAC, ce n'est pas aller à Etoudi qui nous intéresse. Ce n'est pas avoir un ministère qui nous intéresse. Je vous en prie, prenez ça pour dit. Il faut qu'on se comprenne très bien. Même pas des communes. Ne caricaturez pas. Là, vous êtes en train de caricaturer. Voilà encore. Non, ce n'est pas la caricature. Mais c'est la caricature. Laissez-moi parler. Ne me prêtez pas les mots. J'en ai. Vous savez que j'en ai. Ne me prêtez pas les mots. Mais, je répète. Je dis ceci. La finalité de tout homme politique ou de tout mouvement politique, c'est bien l'accès au pouvoir. Mais c'est écrit où? Mais je vous dis non. Mener à bien son projet politique. C'est ça qui nous tue. Vous comprenez? Une vision politique doit correspondre à une société. On est dans une société où la vision n'est pas encore correspondante à ce qu'est cette société. Il faut qu'on se comprenne très bien. Notre société est extrêmement particulière. Et c'est pour cela qu'on ne s'en sort pas. C'est parce que vous vous entêtez à faire du Cameroun ce que le Cameroun n'est pas. À faire du Camerounais ce que le Camerounais n'est pas. Je ne sais pas si vous comprenez. Est-ce que vous prenez en compte de manière aussi banale que vous puissiez imaginer? Et je vous en prie pour cela. Vous avez affaire à une société où, tenez-vous bien, près de 65% de ceux qui pouvaient aller voter
refusent de s'inscrire sur une liste électorale. Et c'est des Camerounais. Il faut que vous intégrez cela. C'est une réalité. C'est une réalité. Tout à fait. Il faut intégrer cela. On a affaire à une société où il y a un parti politique, un parti État extrêmement dominant. On a affaire à une société où les populations sont extrêmement appauvries. Mais il faut intégrer cela. On a affaire à un État, à un pays qui attend que ses enfants inventent la piste de son développement. C'est ce qu'on nous attend de nous aujourd'hui. Mais vous allez vous me tirer sur des trucs classiques qui ne correspondent pas à la réalité de notre pays. Alors, je reformule ma question. Et j'essaie de vous le faire comprendre. Si vous permettez que j'achève. Vous ne faites que me couper et j'oublie. Alors, j'essaie de vous le faire comprendre. Le CRA et Ndjonga, on est entré en politique, pas parce qu'on voulait le pouvoir. Je vous le dis. On est entré en politique parce qu'on voulait amener nos concitoyens à comprendre. Que nous avons un éveil citoyen. Si vous voulez. Mais à comprendre que nous avons un potentiel naturel sur lequel nous devons investir pour pouvoir nous développer. Ça, c'est notre objectif d'entrer en politique. Et c'est pour ça que sous d'autres cieux, je le dis et je le redis ici, si les choses s'arrêtaient là, Ndjonga et le CRA, nous avons déjà gagné nos élections à 40%. Il faut que vous le compreniez très bien. Je dis bien nos élections. Je n'ai pas dit présidentielle, je n'ai pas dit législative, je n'ai pas dit municipale. Parce que nous constatons que petit à petit, le nombre de Camerounais qui comprennent qu'ils doivent s'engager en politique, le nombre de Camerounais qui comprennent que l'agriculture est quelque chose d'essentiel pour nous, ne fait qu'augmenter. Je peux vous soupçonner d'être parmi ces Camerounais. Je peux vous soupçonner d'être parmi eux. Parce que j'entends votre intérêt derrière la chose agricole. J'entends votre intérêt dans la reconnaissance du potentiel agricole de notre pays. Je le sens. Et par rapport à ça, nous sommes en train d'atteindre notre objectif. Mais qu'est-ce qu'il y a que vous cherchez toujours à me coller derrière le poste de président, derrière l'opposition, derrière l'élection en tant que telle? Nous avons aussi pour premier objectif d'éduquer nos concitoyens. J'ai envie de vous répondre que c'est vous qui vous êtes porté candidat à la présidentielle et non nous. C'est vous qui vous êtes porté candidat. Vous êtes pressé, on n'est pas en veille des élections. Attendons. Mais attendons, vous aimez brûler les étapes. Vous voyez, notre objectif aussi, d'éduquer nos concitoyens. Et vous ne pouvez pas imaginer, nous sommes en train de le faire avec tellement de sérieux, avec tellement de calme, avec tellement de sérénité. Je parle de l'éducation de nos concitoyens. Si en un mois, pardon, j'ajouterais beaucoup de pertinence. Merci. Beaucoup de Camerounais. Merci. Cela. Merci. Alors, même si par mois, nous réussissons à convaincre 5 Camerounais, sur les 22 millions que nous sommes, c'est déjà un résultat qui nous satisfait. Il faut que vous intégrez ça pour ce qui concerne Ndjonga. Et je pense que nos concitoyens qui nous comprennent doivent intégrer le fait que nous ne sommes pas là pour courir après le pouvoir. Ce n'est pas ça le problème du Camerounais. Ce n'est pas ça le problème du Cameroun aujourd'hui. Le problème du Cameroun, c'est la pauvreté de nos concitoyens. Pourquoi ils ne vont pas s'inscrire? Ils ne vont pas voter. Ils ne contrôlent pas leur vote. C'est parce que, et ils sont fins. Résolvons ce problème. Et nous sommes dans ce champ-là à l'heure actuelle. Quand est-ce que nous aurons les résultats? Nous ne sommes pas si pressés que ça, je vous le dis. Mais nous sommes en train d'obtenir des bribes de résultats qui sont prometteurs. Et nous sommes optimistes. Et Ndjonga que vous avez devant vous aujourd'hui, c'est un Camerounais extrêmement serein et extrêmement optimiste. Je dis bien extrêmement optimiste parce que les difficultés que nous avons pour la plupart, c'est des difficultés qui sont dues au fait que nous sommes nombreux qui vivons des injustices, nous sommes nombreux qui courons après le quotidien, nous sommes nombreux qui avons des situations extrêmement précaires, extrêmement. Donc, commençons par nous battre par là. Petit à petit, les gens vont sortir de cette précarité pour entrer dans la logique de construction d'un État. C'est ce que nous sommes en train de faire. Il faut que vous l'acceptez. Il faut vraiment que vous l'acceptez et j'insiste dessus. D'accord. C'est donc que ce n'est pas le strapontin politique qui est... Non, quand vous parlez de strapontin, vous ne m'avez pas compris. On a créé le parti politique pour avoir un strapontin. Suivez-moi bien. On monte ce strapontin pour tenir le message que je vous tiens là. Pour sensibiliser. Pour attirer l'attention des gens sur les... Mais vous le faisiez déjà il y a près de 30 ans dans la société civile. Mais c'était insuffisant. On a fait bouger... Prenons le cas de la corruption au ministère. On a condamné 47 fonctionnaires. La plupart de ces fonctionnaires en retraite aujourd'hui, il y a quelques-uns qui sont en prison. Mais la corruption n'a pas diminué. Vrai ou faux? C'est vrai. On est dans un processus. Ça veut dire que la solution est éminemment politique. Nous avons compris ça. La solution au problème de développement de notre pays est éminemment politique. La solution au problème de citoyenneté, seuls les problèmes que nous défendions à l'ABDIC
la solution finale est éminemment politique. Donc nous faisons le pas en politique pour pouvoir mieux impacter sur les solutions, sans forcément chercher à avoir le pouvoir politique comme vous êtes en train de le définir à l'heure actuelle. Il faut que vous l'intégrez. Très bien. Bernard Diongan, président du mouvement Croire au Cameroun, le CRAC, et auteur avec ses militants des 40 mesures pour faire décoller le Cameroun par l'agriculture en 5 ans. Nous arrivons bientôt au terme de cet entretien. Je vous accorde 2 minutes pour un dernier plaidoyer à l'égard des Camerounais qui nous écoutent, qui nous suivent sur Agri TV. Est-ce que vous avez un dernier message à adresser avant le terme de cette émission? Oui, disons peut-être regarder mes concitoyens droit dans les yeux pour leur dire que nous vivons une situation, un contexte qui est extrêmement difficile, il faut vraiment le reconnaître, où la responsabilisation et la responsabilité, et surtout aussi la participation de chacun d'entre nous est interpellée pour pouvoir nous sortir dans cette situation. Et je crois que nous ne sommes pas restés les bras croisés. Face à cette situation, nous avons fait une proposition, nous avons une offre. Nous espérons qu'un nombre de plus en plus important de Camerounais pourront adhérer à cette offre qui est seule de considérer que notre pays a un potentiel pour faire de l'agriculture son premier levier de développement. Nous sommes allés plus loin, nous avons pris le risque de proposer les 40 mesures. Et ici, par ma voix, je rassure les Camerounais que nous sommes prêts de pouvoir faire décoller notre pays avec ces 40 mesures, si on nous donne la possibilité, et ceci en 5 ans. Nous avons l'expérience pour le faire, nous avons l'engagement nécessaire, et nous espérons que les Camerounais sauront nous faire confiance et nous donner cette responsabilité. Je vous remercie. Merci également à vous, Président Bernard Diongan. Bonne suite pour votre caravane, pour votre engagement politique et citoyen. Agri TV, c'est votre maison. Oui, désormais, vous serez toujours le bienvenu. Tout à fait. Merci une fois de plus d'avoir accepté cet entretien. On sait que votre agenda était très surchargé. Merci une fois de plus. Merci. Mesdames et messieurs, nous arrivons au terme de cet entretien. Prenons rendez-vous pour une prochaine édition. Bonne suite de programme sur Agri TV. À très bientôt.